Chi, une mouche est entrée dans ma bouche. Salut. Un autre jour, un autre test? 125, car je n'ai encore pour l'instant qu'un permis de conduire de catégorie B. Mais c'est une belle opportunité de tester ces petites machines qui en réalité font souvent découvrir ce monde aux gens. Motos. Aujourd'hui, c'est le Yamaha NMAX 125 dans sa version TechMax qui est en feu. Comme d'habitude, nous commencerons par le look et ici, je pense que Yamaha a vraiment très bien combiné les choses. Ce look agressif avec des formes plus arrondies, et bien, puis il y a pas mal de lignes acérées, mais elles sont légèrement adoucies là, sur les bords et c'est sympa. Le phare avant a vraiment une allure impressionnante et s'intègre joliment avec le carénage avant. Moi, j'aime beaucoup ça. En plus, la bulle ne semble pas particulièrement grande, elle paraît plutôt être un élément esthétique, mais elle fait vraiment beaucoup, mais j'en parlerai plus tard. Et le siège aussi est vraiment sympa, moderne, avec ses motifs, et il est clair. Les coutures jaunes, qui sont aussi un petit détail sympa, ajoutent un peu de caractère et constituent un autre élément qui embellit encore ce scooter. À mon avis, là, ce sont les feux arrière qui, lorsqu'ils sont éteints, sont noirs et c'est vraiment chouette. Cela s'accorde avec toute la peinture mate et la finition sombre de ce scooter. En regardant la forme de ce scooter, mais cette fois, non pas d'un point de vue esthétique, mais plutôt pratique, eh bien, c'est l'ergonomie. Dans mon cas, elle ne m'a pas vraiment impressionné. Je mesure 1,84 m et cela faisait que je ne pouvais pas vraiment placer mes jambes dans une autre position, à part celle-ci. À l'avant, il y a un joli dossier large. Je pensais que j'allais en profiter, mais à cause de la position du guidon et de la selle, ce n'était pas très confortable et je ne gardais pas non plus les pieds en bas parce que ces repose-pieds se sont légèrement inclinés vers le bas. Et en fait, j'ai roulé tout le temps dans cette position. Mais à ma grande surprise, cela ne devenait pas inconfortable. Après un trajet plus long, mais j'étais obligé de conduire uniquement dans une seule position, ce qui ne me facilitait pas une position confortable. Il faut dire que le guidon lui-même n'est peut-être pas particulièrement étroit, mais il est assez fermé. Pour un scooter, d'habitude, les guidons sont très ouverts, ce que je préfère. Il est aussi assez bas, et même si on peut se reculer sur la selle, elle se relève à cet endroit. Et en s'asseyant à l'arrière, cela nous pousse un peu vers le bas, donc en réalité, encore une fois, on est obligé de rouler d'une seule manière. Elle est carénée, elle a l'air sympa, moderne. Et un grand avantage, c'est que toutes les fonctions de l'écran peuvent être contrôlées sans lâcher le guidon, simplement en utilisant les pouces. En ce qui concerne l'interface elle-même, elle n'était pas si claire, car certains boutons ont une fonction différente selon le menu dans lequel on se trouve, mais c'est quand même assez facile à comprendre. Et bien sûr, si quelqu'un utilise ça au quotidien, il n'aura aucun mal à s'y habituer. Il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé, c'est que la molette de contact. Elle fait un peu plastique, elle bouge un peu librement, tout comme les boutons du siège et du réservoir de carburant. Mais un gros point positif, c'est que ces petits éléments ne font aucun bruit, et ça m'irrite vraiment. C'est qu'en tournant la clé de contact, au moindre petit mouvement ou pression, on a un bip sonore fort, mais ici, ce n'était pas le cas, donc je dois féliciter Yamaha pour ça. En revanche, il y a un bip dans une situation très utile, à un moment précis. En effet, si on la laisse avec le contact allumé, évidemment la clé est sans fil et qu'on s'éloigne du scooter, il va alors émettre un son répétitif et strident pour nous avertir. Cela nous indique tout simplement que le scooter est resté allumé. Un élément important de cette version TechMax, comme son nom l'indique, c'est qu'elle est justement équipée de nombreuses technologies différentes. Et au-delà des éléments plus basiques, comme l'ABS ou le contrôle de traction, on retrouve toutes ces fonctionnalités numériques, ces possibilités pour ainsi dire. L'écran lui-même permet de basculer facilement entre le compte-tours ou d'autres données, mais il y a aussi la navigation qui offre une fonction très pratique. Il n'est pas nécessaire de sortir son téléphone pour définir un itinéraire vers la maison ou le travail. Pour tester, j'ai entré une adresse aléatoire dans le centre-ville et la navigation s'en sort plutôt bien. Il lui faut un petit moment pour trouver l'itinéraire, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très long. C'est clairement plus simple que de la configurer depuis le téléphone. Cependant, si vous souhaitez aller vers un autre endroit que ceux prédéfinis, comme la maison ou le travail, il faudra malheureusement ouvrir le téléphone. Et en ce qui concerne le fonctionnement des applications elles-mêmes, eh bien, elles ne sont pas vraiment super. Elles ne sont pas très jolies. Pour cela, nous avons besoin de deux applications, Yamaha Mirid et Garmin Street. Le fonctionnement en soi est correct, mais honnêtement, la connexion et la configuration ont été très désagréables. Pour moi, cela a duré environ 15 ou 20 minutes, ce qui ne semble pas être un temps particulièrement long, mais c'était vraiment, vraiment frustrant. Frustrant. 15 minutes. Mais ça valait vraiment le coup. Et bien sûr, nous n'avons qu'à effectuer le processus de configuration une seule fois, même si l'un des inconvénients est que nous devons d'abord lancer l'application sur le téléphone, Garmin Street croit, pour que notre navigation fonctionne.
Il peut s'exécuter en arrière-plan, puis nous pouvons le fermer, mais il doit être ouvert en arrière-plan tout le temps. En plus, il y a des fonctionnalités supplémentaires, comme le fait de pouvoir contrôler la musique, par exemple. Cela fonctionne sans problème, exactement comme on s'y attend. Si on appuie sur le bouton play, la musique se met en pause ou recommence à jouer, et avec les flèches vers le bas, on peut baisser le volume, avec les flèches vers le haut, l'augmenter. C'est très intuitif et on peut le faire sans problème. Pendant la conduite, même si ce menu nécessite aussi quelques clics. Mais en changeant justement ces modes, la navigation, c'est-à-dire cet écran qui peut être prioritaire, on l'a toujours sous le pouce. Et il suffit de 2 ou 3 clics. C'était suffisant pour revenir à la carte. Le NMAX 125 a vraiment un look très sympa et possède ces petits gadgets qui le rendent plus attractif. Cependant, la chose la plus importante à mes yeux, à savoir la tenue de route, n'a pas totalement répondu à mes attentes. Ce n'est pas que c'était catastrophique, mais en fait, dans aucun aspect, ce n'était vraiment bon, sauf peut-être lors de la conduite avec une faible inclinaison. Mais commençons par les freins. Ils remplissaient leur rôle, ils freinaient assez puissamment, mais le seul problème était qu'en cas de freinage léger, la sensation du frein arrière et du frein avant était très faible. En plus, leur distance l'un par rapport à l'autre diffère, pour moi en tout cas. Les deux positions me convenaient, mais il n'y a pas de réglage ici, donc on est un peu obligé d'utiliser les réglages d'usine. Quant à la puissance de freinage elle-même, elle était suffisante. Bien sûr, c'est un scooter 125, on n'atteint pas de très grande vitesse et avec un poids de 132 kg, cela ne nécessite pas ici un disque incroyable. Mais qu'est-ce qui m'a dérangé dans la conduite? En ce qui concerne le cadre, c'était plutôt correct, mais le réglage de la suspension ne m'a pas du tout convenu. Elle était assez rigide, donc en passant sur de petites irrégularités comme des petits trous, des patchs ou des rails de tramway, elle ne s'en sortait pas particulièrement bien. On sentait clairement ces vibrations et quand on roulait à une vitesse plus élevée, elles étaient encore plus perceptibles. On les ressentait vraiment. En passant sur de grosses irrégularités, ce n'était pas vraiment beaucoup mieux. Le scooter n'atteignait pas la butée, mais les suspensions restaient dures, elles n'étaient pas vraiment bien amorties et je m'attendais qu'avec un asphalte lisse sur de belles routes, cette suspension plus rigide allait, disons, mieux fonctionner, mais je ne l'ai pas vraiment remarqué. Il se comportait le mieux lors de petites inclinaisons et il était alors très facile à balancer d'un côté à l'autre. Et même avec une inclinaison assez faible, il commençait à tourner vraiment bien et offrait beaucoup de confiance en conduite. Il était surtout très léger, mais dès qu'on prenait un peu plus d'angle, il commençait, je dirais, à osciller légèrement, à devenir un peu instable. Il ne donnait plus vraiment autant de confiance en conduite. Le seul moment où il se comportait vraiment bien, c'était lorsque nous arrivions dans le virage en freinant avec les deux freins. Un freinage modérément fort, qui chargeait un peu l'avant, faisait s'enfoncer la suspension. Et alors, en entrant dans le virage, en relâchant le frein, le scooter commence à bien se comporter, mais ce n'est pas une machine sportive, elle n'est pas vraiment conçue pour rouler vite, et encore moins pour entrer profondément dans l'apex du virage en freinant, donc je pense qu'ici c'est un peu limité. Un petit oubli léger. Le moteur développe un peu plus de 12 chevaux, et c'est tout à fait suffisant pour un scooter de ce poids. En ce qui concerne l'accélération de 0 à 50 ou 66 km/h, il n'y avait évidemment aucun problème ici. On pouvait démarrer de façon agréable et dynamique au feu. Au-dessus de 70 km/h, l'accélération restait encore bien perceptible. Et honnêtement, je m'attendais à ce qu'au-delà de 90, elle chute nettement, mais il tenait toujours le coup. Bien sûr, il n'atteignait pas sa vitesse maximale particulièrement rapidement, mais il y arrivait tout de même. Il dépassait même, car selon la fiche technique officielle, la vitesse maximale est de 110 km/h et j'ai réussi à atteindre 120. Cependant, je suppose qu'avec un vent de face un peu plus fort, elle pourrait effectivement baisser. Et bien sûr, la vitesse GPS était de quelques kilomètres par heure. Plus basse, malheureusement, je ne sais pas exactement de combien, mais on pouvait rouler confortablement sur les voies rapides justement grâce à cette bulle. Même si elle n'est pas particulièrement grande, elle est en fait assez verticale et à la fin, elle se recourbe encore un peu. Et elle fonctionne vraiment bien ici en ce qui concerne la création d'une bulle. Au-dessus de nous, ce n'était pas non plus incroyablement bien. Le vent frappait toujours mon casque et s'arrêtait à peu près au niveau du cou, mais avec un simple foulard, cela ne posait aucun problème et il suffisait que je me penche légèrement pour sentir que presque plus rien ne frappait mon cou, rien ne frappait ma poitrine. Donc si quelqu'un, je suppose, mesure moins de 1,80 m, il pourrait vraiment rouler confortablement sur la route. De plus, le scooter restait stable à de telles vitesses. Un petit détail que je voudrais relever concerne les rétroviseurs, car ils sont placés derrière les réservoirs de liquide de frein et non à côté ou devant. Cela fait qu'ils sont assez proches de nous, donc il faut vraiment tourner la tête pour pouvoir les voir. Et parce qu'ils sont si proches de nous, il est effectivement difficile de les régler de façon à voir à la fois la voie d'à côté et ce qui se passe directement derrière nous. De plus, ils ne sont pas parfaitement plats, c'est-à-dire ils sont légèrement incurvés sur les bords. Et cela fait qu'un œil voit une image légèrement différente de l'autre, ce qui crée un petit effet de strabisme.
Et au début, cela me gênait clairement. Je pensais qu'avec le temps, ce serait pire, mais finalement, je m'y suis habitué. Cependant, il est vrai que la visibilité dans les rétroviseurs n'était pas bonne pour ces raisons. Passons maintenant à l'élément principal qui compte dans les scooters, à savoir leur aspect pratique. À l'avant, nous avons des compartiments de rangement asymétriques qui, selon moi, sont la meilleure solution car d'un côté, on peut avoir quelque chose où il est facile de atteindre avec un gant pour sortir quelque chose, disons par exemple des clés pour ouvrir un portail ou un téléphone pour regarder la navigation quand on est arrêté au feu, même si ici ce n'est pas nécessaire car elle est déjà intégrée. Et du côté droit, nous avons une boîte à gants verrouillable où l'on peut ranger quelque chose que l'on ne voudrait pas voir tomber pendant la conduite. Cependant, le clou du spectacle, pour ainsi dire, c'est-à-dire le coffre sous la selle, est un peu décevant. Le seul casque que j'ai réussi à y faire entrer était un casque modulable et en plus un petit casque modulable et il ne se fermait pas bien du tout. J'ai vraiment dû forcer la selle pour la fermer au point qu'elle s'enfonçait légèrement et appuyer de tout mon poids pour qu'elle se verrouille. Heureusement, le couvercle lui-même est un peu flexible, donc on pouvait le fermer comme ça. Je ne me sentirais pas à l'aise de m'asseoir dessus en sachant que tout mon poids reposerait sur la coque du casque. Bien sûr, s'il s'agit de quelques courses ou d'un petit sac à dos, je pourrais les mettre ici sans problème, mais la forme n'est pas non plus très uniforme. Je pense donc qu'on pourra plutôt y mettre des objets souples qui peuvent s'adapter à la forme et non pas des choses, disons, je ne sais pas, une boîte provenant d'un distributeur automatique de colis ou quelque chose dans ce genre. Quelqu'un pourrait dire qu'on peut facilement résoudre ce problème avec un top case et cette personne, ce serait probablement moi parce que je dis toujours que pour ce qui est du coffre sur les scooters, en général, ça ne gâche pas l'esthétique. Mais celui-ci est vraiment très élégant, petit, dynamique. Et j'en ai vu un dans la rue qui avait un top case installé et je pense que ça ne rendait pas très bien. Bien sûr, si quelqu'un y tenait vraiment pour pouvoir y ranger un casque, pour pouvoir y mettre plus d'objets, eh bien, moi, je l'installerais ici sans problème. Le prix de la Yamaha NMAX 125 en version TechMax est de 16 900 watts. Et disons, à qui s'adresse ce scooter en fait? Je pense que c'est pour quelqu'un qui aime vraiment foncer en ville, se déplacer très rapidement d'un point à un autre et explorer sans cesse de nouveaux endroits, donc qui utilise la navigation intégrée, aime ce genre de gadget, apprécie le look moderne et n'est pas ralenti par les bagages, ainsi que il ne regarde pas derrière lui dans les rétroviseurs